Bonjour à tous, bienvenue en ce dernier jour du Festival de géopolitique de Grenoble. Merci d'être là ce matin. Nous sommes aujourd'hui donc réunis pour une conférence sur le thème de la promotion de la démocratie au XXIe siècle, avec cette question majeure, quel rôle pour les États-Unis? Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-Marie Ruiz, qui est docteur en sciences politiques et maître de conférences en civilisation américaine à l'Université de Savoie. Il est spécialiste de l'histoire des idées politiques et de la politique étrangère des États-Unis. Il prépare actuellement un ouvrage sur le thème auquel il va se consacrer aujourd'hui, à savoir les États-Unis et la promotion de la démocratie. Comme vous le savez, la puissance américaine ne se manifeste pas seulement économiquement ou militairement, mais c'est aussi un pays qui exporte ses idées à l'international. Nous allons voir aujourd'hui comment se manifeste ce rôle d'exportateur de son modèle de démocratie libérale. Est-il encore d'actualité? Est-il remis en question? Monsieur Ruiz, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci à l'école de management de Grenoble pour l'organisation formidable de ce festival. Et merci à Sonia pour être venue me chercher ce matin. Donc je vais effectivement parler de la façon dont les États-Unis peuvent promouvoir la démocratie dans le monde, peut-être un lien avec la thématique générale, c'est-à-dire quel est le lien avec ce que je vais dire, et la question un 21e siècle américain. En fait, la question de savoir si le 21e siècle sera un siècle américain est important certainement pour beaucoup de pays dans le monde, mais c'est une question aussi qui taraude les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. En effet, les États-Unis avaient un rôle central durant la guerre froide du fait de la confrontation avec l'Union soviétique et de façon un peu paradoxale, après la guerre froide, il y a eu un certain spectre du déclin qui est apparu. Est-ce que les États-Unis seraient toujours au premier plan de relations internationales? Est-ce que son rôle serait toujours légitime? Quel serait-il? Il y avait tout un tas de questions qui se posaient avec la fin de la guerre froide. Les États-Unis, depuis la fin de la guerre froide, se sont efforcés de maintenir leur leadership dans un contexte complètement différent. En gros, il y avait trois façons de maintenir ce leadership. D'une part, on peut dire que les États-Unis peuvent le faire par le soft power. Le soft power, je suppose que vous êtes au fait de la différence entre soft power et hard power. Soft power, c'est finalement la capacité d'attraction qu'un pays peut avoir. C'est une politique qu'a essayé de mener Bill Clinton et Barack Obama. L'inverse, c'est-à-dire c'est de maintenir un leadership plutôt par la prééminence militaire des États-Unis, donc ce qu'on appelle le hard power. Cette politique a été illustrée par George Bush après les attentats de 2001, nous y reviendrons. Ou alors, il y a aussi un mélange des deux, c'est-à-dire essayer quand même de jouer sur la prééminence militaire des États-Unis, tout en faisant attention aussi à ne pas nuire à la capacité d'attraction des États-Unis, les deux étant potentiellement en fait antagonistes. Si vous jouez trop sur la carte du hard power, ça peut nuire au soft power. Donc essayer un mélange des deux, c'est ce qu'a essayé de faire Bush père après la première guerre du Golfe, avec la première guerre du Golfe. Et en effet, Bush père a essayé de définir ce qu'il appelait de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire à la fois multilatéralisme et démonstration de force au Koweït. C'est pour ça que ça illustre bien, je pense, ce mélange des deux, soft power et hard power. Donc, je vais parler de la promotion de la démocratie, qui est plutôt liée au soft power, évidemment, donc à la thématique générale de ce festival, parce que le soft power, effectivement, compte sur la capacité d'attraction des États-Unis en tant que pays phare de la démocratie libérale.
Il y a des questions préliminaires, bien sûr, à répondre. Avant de répondre à la question de savoir est-ce que les États-Unis vont toujours jouer ce rôle dans les années à venir, il y a des questions qui se posent d'abord. Donc je vous les donne et puis j'y reviendrai séparément pour chacune d'entre elles. D'abord, qu'est-ce que c'est que la démocratie libérale que les États-Unis sont censés promouvoir? Comment la promouvoir? Pourquoi les États-Unis ont-ils un rôle spécifique dans ce domaine? Et pourquoi sont-ils devenus la nation phare de la démocratie libérale? De quelle façon se sont-ils efforcés de la promouvoir depuis la fin de la guerre froide? On fera un zoom sur les différents moyens et puis en particulier sur les différentes façons de le faire depuis le début du 21e. Enfin, quelle est la situation en démocratie libérale aujourd'hui? Et est-elle encore promouvable au XXIe siècle? C'est une question, en effet, qui se pose malheureusement. Et enfin, les États-Unis peuvent-ils toujours jouer ce rôle et le veulent-ils? Voilà, ce sont des questions préliminaires auxquelles je vais répondre. Donc d'abord, qu'est-ce que la démocratie libérale? Je voudrais vous faire comprendre en peu de mots la différence qu'il peut y avoir entre différentes formes de démocratie. Sur le papier, il y a en effet des formes très différentes de démocratie. La démocratie libérale est caractérisée d'abord par l'état de droit, bien sûr, c'est-à-dire la primauté du droit, auquel est soumis également la puissance politique. L'État lui-même est soumis à l'état de droit, notamment par l'existence de contre-pouvoirs qui sont institués. Donc ça, c'est très important pour une démocratie libérale. Ce qui va avec, c'est bien sûr la protection des droits individuels et des libertés fondamentales, qui est garantie par la Constitution, en général par une déclaration des droits. La démocratie libérale, en général, est une démocratie représentative et qui est basée sur un principe très général qui est le consentement des gouvernés, principe très important pour la démocratie américaine, the consent of the governed, des élections libres et le multipartisme. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une démocratie sans multipartisme? C'est une question qui se pose, on y reviendra. Et enfin, une démocratie libérale a un volet également économique, à savoir qu'elle repose sur une économie de marché, qui est l'inverse d'une économie planifiée, telle qu'elle pouvait se présenter durant la guerre froide en Union soviétique et ailleurs. Donc la démocratie libérale, au contraire, est liée à l'initiative privée, à la liberté d'entreprendre, de vendre et d'acheter. Et donc c'est ce qu'on appelle l'économie de marché. Donc au final, la démocratie libérale est caractérisée par l'importance de la liberté individuelle, que ce soit dans la sphère politique ou économique. Donc dans la démocratie libérale, l'aspect libéral, c'est l'aspect individuel, si vous voulez. Le rôle, l'importance de l'initiative individuelle. Donc, comment la promouvoir? Il y a une première possibilité qui est de le promouvoir par l'exemple. Donc, ceux qui ne sont pas forcément en faveur d'une politique active de promotion de la démocratie peuvent dire, eh bien, la meilleure façon de promouvoir la démocratie libérale, c'est d'être un bon exemple, de montrer que nous sommes potentiellement un modèle qui fonctionne bien. Et nous verrons par la suite que justement la question se pose aujourd'hui de l'exemplarité du modèle de la démocratie libérale. Il est également possible de promouvoir la démocratie libérale par la diplomatie. Alors, différents moyens bien sûr, mais notamment ça peut être par la reconnaissance de nouveaux États démocratiques. Il y a de façon générale, on peut utiliser la diplomatie pour la promouvoir. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la diplomatie publique avec ses multiples relais. Donc ce qu'on appelle la diplomatie publique, c'est la capacité, la volonté d'agir directement sur les populations.
donc de déployer un discours, des moyens pour toucher directement les populations et donc influencer l'opinion publique. Donc j'ai marqué différents sigles, donc USCIS et United States Information Agency, qui était une agence qui a été créée en 1953 durant la guerre froide pour avoir une action justement pour toucher directement les populations des pays communistes. Il y avait notamment dans les différents moyens, il y a la diffusion par radio ou par télévision de programmes comme The Voice of America, qui avait un rôle important pour essayer de toucher les populations directement et leur montrer ce que c'était la démocratie libérale, en dépit de la volonté des gouvernements communistes de ne pas le faire, justement. BBG, c'est Broadcasting Board of Governors, qui a remplacé le United States Information Agency à partir de 1999, mais le but est le même, c'est-à-dire promouvoir la démocratie libérale en essayant de diffuser directement des émissions. Et enfin, NED, National Endowment for Democracy, qui est une fondation privée, mais qui est quand même contrôlée par le gouvernement, qui se propose d'aider financièrement les ONG qui sont liées à la promotion de la démocratie. Voilà. Donc ça, c'est pour la diplomatie publique, qui est très importante pour la promotion de la démocratie. Ensuite, il y a bien sûr le levier économique, soit la carotte ou le bâton. Ça, c'est quelque chose que je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, vous comprenez. Et il y a enfin par la puissance militaire, l'intervention armée. En fait, tous ces moyens que je viens de décrire, là, ça va un peu du soft power au hard power, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pourquoi les États-Unis sont-ils devenus la nation phare de la démocratie libérale? Il y a bien sûr le fait que les États-Unis ont été créés, donc je parle de la fédération, là, la République fédérale, comme on dit, créée en 1787, donc avant la Révolution française. Il y a en fait, avec la création des États-Unis d'Amérique, il y a l'avènement d'un nouvel ordre politique dont la démocratie libérale est le fondement. C'est-à-dire que la création des États-Unis marque l'avènement des démocraties modernes, c'est-à-dire une démocratie sur un territoire étendu, avec une séparation des pouvoirs, des freins et des contrepoids, également une république laïque, tout cela annonçant donc le déclin des monarchies et des empires. Donc dès le départ, on voit que les États-Unis annoncent l'avènement d'un ordre nouveau. C'est en tout cas comme ça que le voyaient les pères fondateurs américains. La démocratie jeffersonienne est également très importante. Alors on connaît surtout Jefferson pour le rôle majeur qu'il a joué dans la rédaction de la Déclaration d'indépendance. On le connaît aussi pour le rôle majeur qu'il a joué dans l'expansion avec l'achat de la Louisiane. Mais on connaît moins un autre aspect de sa pensée politique qui est pourtant très important, qui est son rôle pour réconcilier républicanisme et expansionnisme. Donc je viens de vous dire que le républicanisme moderne se caractérise par l'étendue du territoire. Et Jefferson a joué un rôle considérable pour rendre possible à la fois le maintien du républicanisme et l'expansionnisme des États-Unis. Très tôt, en fait, dès 1787, il a, en tant que leader dans les plus grands États américains, la Virginie, il a écrit un document très important qui s'appelle l'Ordonnance du Nord-Ouest. Et dans cette ordonnance du Nord-Ouest, Jefferson décrit les conditions il définit les conditions pour que le territoire qui serait acquis par les États-Unis devienne un État
et que cet État soit ensuite intégré dans la Confédération, puisqu'à l'époque c'était encore une confédération, puis dans la Fédération. Et alors ce qui est très important, c'est que Jefferson, dans ses critères, mentionne tout ce qui va devenir les critères d'une démocratie libérale, c'est-à-dire un État de droit, le rôle de l'éducation publique, enfin... Ce faisant, en fait, il imprime la marque républicaine et la marque de l'État de droit, donc de la démocratie libérale, dans l'expansionnisme des États-Unis. Ce qui va rendre possible donc un expansionnisme américain durant tout le 19e siècle. Ensuite, l'idée d'une destinée manifeste des États-Unis, qui donne pour mission aux États-Unis de propager la démocratie libérale en Amérique du Nord. Ce qui va rendre possible également après, avec l'essor des États-Unis, qu'il y ait la volonté d'étendre ensuite la démocratie libérale au-delà de l'Amérique du Nord. Et là, donc, il faut parler de la tradition, non pas jeffersonienne, mais wilsonienne, qui universalise cette mission déjà définie par Jefferson, à savoir mettre la puissance américaine au service de la démocratie libérale dans le monde. Donc, quelques mots quand même sur cette tradition wilsonienne, en fait, parce qu'on va parler à la fois du wilsonisme en contexte, c'est-à-dire au début du XXe siècle, c'est-à-dire Wilson, c'est les années 1913 et 1921. Vous savez que c'est le président américain qui était président lors de la Première Guerre mondiale. Et le président Wilson a essayé d'utiliser la Première Guerre mondiale pour se débarrasser de l'impérialisme et de propager la démocratie libérale dans le monde. Lors d'un fameux discours, celui des 14 points, Wilson a donné un certain nombre de critères pour définir un nouvel ordre mondial qui serait un nouvel ordre libéral, en fait. Wilson a échoué dans la mesure où le Sénat a refusé de ratifier la charte de la Société des Nations, mais le wilsonisme est ensuite revenu après la Deuxième Guerre mondiale sous une forme un peu différente, moins idéaliste, mais wilsonienne quand même. Et donc, durant toute la guerre froide, les États-Unis ont réhabilité une certaine forme de wilsonisme. Franklin Roosevelt, après la Deuxième Guerre mondiale, était en faveur de la décolonisation et de l'autodétermination, certes avec pas mal de bémols. Il a notamment admis que durant la guerre froide étant ce qu'elle était, l'État français devait maintenir un rôle important en Indochine, donc quelques bémol dans cette démocratisation et dans cette volonté de décoloniser, mais quand même. Création d'organismes internationaux aussi durant la guerre froide, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans le but de promouvoir l'ordre libéral, l'ONU, le FMI, le GATT, etc. Donc durant la guerre froide, en fait, les États-Unis vont devenir le protecteur du monde libre, donc comprendre le protecteur de la démocratie libérale, promoteur de l'ordre libéral au niveau international face aux défis communistes à la démocratie libérale. Durant toute la durée de la guerre froide, donc je vous rappelle les dates, 1947-1991, l'endiguement fait des États-Unis le champion de la démocratie libérale par opposition aux démocraties populaires d'obédience communiste. Il n'est donc pas étonnant que la fin de la guerre froide ait été interprétée comme la victoire définitive de la démocratie libérale sur le communisme. Néanmoins, de façon paradoxale, après la guerre froide, comme je vous disais un peu tout à l'heure, la démocratie libérale a connu quelques frayeurs assez vite et donc un contexte globalement assez difficile. Il y a eu
néanmoins un triomphe de courte durée au sortir de la guerre froide, donc je pense que vous êtes au fait. Il y a eu tout de suite après la guerre froide une période qui aujourd'hui nous apparaît comme très illusoire, les illusions d'une fin de l'histoire. Je me réfère au fameux livre de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, qui consacrerait la victoire sur le communisme, la démocratie libérale étant perçue comme l'horizon indépassable de l'humanité. Donc c'est l'illusion que pouvaient avoir les États-Unis et peut-être l'Occident au tout début des années 90. Madeleine Albright, qui était le secrétaire d'État de Bill Clinton, parlait des États-Unis comme nation indispensable, indispensable justement selon elle pour pérenniser et garantir la viabilité de la démocratie libérale dans le monde. Il y a eu néanmoins assez vite un premier retour de l'histoire, on peut dire, avec les guerres en ex-Yougoslavie, qui ont montré que peut-être que la fin de l'histoire n'était pas si prochaine que ça. Il y a eu ensuite, bien sûr, le choc des attentats de 2001, avec des conséquences politiques importantes. En effet, ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 suggérait que la démocratie libérale n'était pas universellement acceptée. Et ce qui s'est passé après ces attentats, la politique a été mise en œuvre par Bush fils, qu'on peut appeler la doctrine Bush, qui est basée sur une politique unilatéraliste, l'exceptionnalisme des États-Unis, le maintien de l'hégémonie militaire américaine, la doctrine de préemption. Tout cela a redéfini la politique étrangère des États-Unis dans un sens très différent, et surtout a redéfini ce qu'était la promotion de la démocratie dans un sens très différent, qui a finalement affaibli la démocratie américaine en tant que modèle. George Bush Jr., donc c'est beaucoup, au moins durant son premier mandat, inspiré de la doctrine des idées des néoconservateurs. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a eu ensuite la crise de 2008, qui a beaucoup affaibli aussi la démocratie libérale en tant que modèle. En effet, cette crise était la plus grave depuis la Grande Dépression. Elle a porté atteinte à l'image de l'économie de marché en tant que modèle économique occidental. Donc, depuis le début du XXIe siècle, on peut dire que la démocratie libérale a été discréditée, d'une part par la politique étrangère qui était mise en place après les attentats, qu'on peut appeler néo-impérialiste des États-Unis, et d'autre part par la crise économique. Et il se trouve que tous deux, même la crise économique de 2008, est associée aux États-Unis. Donc, une difficulté aussi pour les États-Unis, peut-être, pour jouer ce rôle traditionnel de promotion de la démocratie. Justement, je voudrais insister sur les grandes difficultés actuelles de la démocratie libérale. Je viens de vous parler des difficultés de certaines périodes, mais si on parle de la situation actuelle, on va voir que la démocratie libérale est en grande difficulté. C'est un constat qui est de plus en plus unanime. On peut parler rien que pour 2018, il y a eu en France donc 3 publications sur le déclin de la démocratie libérale, dont un par Laurent Cohen-Tanouji, qui est ici à ce festival, qui donnera une conférence cet après-midi. Un autre livre par Alain Minck, et enfin un autre livre par Nicolas Bavrez. Et tous les 3, finalement, arrivent à cette conclusion d'un déclin de la démocratie libérale. Les causes de ce déclin sont multiples. Il y a d'abord la fin de l'hégémonie occidentale. On y reviendra aussi.
Il y a bien sûr aussi les déceptions qui ont été engendrées par la mondialisation et les inégalités qu'elle a produites dans les sociétés occidentales. C'est quelque chose, je pense, qui est assez évident pour tout le monde. Il y a les incapacités ou l'incapacité des sociétés libérales américaines et européennes à trouver des solutions aux problèmes de notre époque. Chômage de masse, inégalité croissante, paupérisation des classes moyennes, corruption, blocage institutionnel, en particulier aux États-Unis, insécurité, problèmes climatiques, flux migratoires incontrôlés. Voilà autant de problèmes qui se posent aux démocraties actuelles et il semble que ce ne soit pas facile pour les sociétés libérales américaines et européennes, d'ailleurs, de trouver des solutions à ces problèmes. Il y a donc une perte de confiance des citoyens envers leur système politique, envers la représentation. Il y a enfin, bien sûr, l'essor des puissances non occidentales qui sont plus autoritaires, mais finalement plus stables et de plus en plus conscientes d'incarner un modèle alternatif et qui sont de plus en plus perçues comme telles en Occident même. Donc ce déclin de démocratie libérale emprunte différents vecteurs. C'est le fait d'abord que la démocratie libérale paraît souvent réduite à son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire les élections. Or, est-ce qu'on peut définir une démocratie uniquement par les élections? Certainement pas. Il y a tout ce qu'on a dit pour définir ces démocraties libérales et beaucoup de ces éléments sont aujourd'hui en déclin, c'est-à-dire les contre-pouvoirs par exemple, la centralisation, le rôle croissant de l'exécutif dans les démocraties libérales. Tout cela affaiblit finalement le sens premier de ce qu'est une démocratie libérale. Il y a le danger populiste. Là encore, je pense que je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. C'est assez évident. Le populiste s'érige en unique défenseur du peuple, le peuple étant conçu par les populistes comme un monolithe. Et les populistes ont tendance à diaboliser tout ce qui est opposition à leur pouvoir et de la rendre illégitime. Donc tout cela, bien sûr, n'est pas compatible avec la démocratie libérale telle qu'on l'a définie. Plus globalement, il y a le déplacement de curseur politique occidental vers l'ultra-droite, que ce soit aux États-Unis avec Trump, que ce soit en Europe, bien sûr avec la Pologne et la Hongrie, qui sont certainement les pays où la démocratie dite illibérale a fait le plus de progrès, mais l'histoire n'est pas finie. Il y a une certaine inquiétude qui se fait jour en Italie même, pourtant berceau de la démocratie libérale. Le trumpisme est une bonne illustration de ce déclin dans la mesure où Trump réunit un peu toutes les caractéristiques de ce déclin, des vecteurs de déclin. Donc il est clair d'ores et déjà que, loin d'être irréversible comme on avait pu le penser, la démocratie libérale, au contraire, est clairement sur la défensive aujourd'hui, y compris dans son berceau, et est concurrencée donc par d'autres modèles alternatifs. Donc dans un tel contexte, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que la démocratie est promouvable, la démocratie libérale est encore promouvable dans un tel contexte? Donc, avant de répondre directement à ça, je vais me pencher sur les différents efforts déployés par les États-Unis depuis le début du XXe siècle pour souligner la grande diversité des approches choisies, ce qui devrait permettre après de répondre plus clairement à la question que je posais dans l'introduction, est-ce que les États-Unis le peuvent et le veulent? Voilà, donc la première approche, c'est donc au début du XXIe siècle, celle de George Bush fils, donc une version que je qualifierais de militariste,
En effet, la façon de promouvoir la démocratie de George Bush était vraiment fondée sur la puissance militaire des États-Unis. C'est ce que Pierre Asner a appelé le wilsonisme beauté, c'est-à-dire l'utilisation de la tradition wilsonienne, mais en l'appuyant sur l'intervention militaire avant tout. Donc la version hard power, si vous voulez, de la démocratie, de la promotion de la démocratie. C'est ce qu'a essayé de faire Bush au Moyen-Orient, c'est-à-dire démocratiser le Moyen-Orient par la force. Donc là encore, il faut souligner le rôle des néoconservateurs. Donc les néoconservateurs, c'est un mouvement intellectuel qui a beaucoup influencé d'abord Reagan et ensuite Bush, qui sont au départ plutôt à gauche, mais qui vont, au fur et à mesure de la montée en puissance de la nouvelle gauche et de l'abandon d'un endiguement agressif, vont se rapprocher de la droite américaine. Et donc les néoconservateurs souhaitent utiliser la puissance militaire américaine pour propager la démocratie dans le monde. Donc ils vont servir de laboratoire d'idées après les attentats de 2001, parce qu'ils ont en fait leur solution, qui est déjà prête pour affronter le terrorisme, qui est de propager la démocratie comme solution au terrorisme, pensant que si le Moyen-Orient est démocratique, il n'y aura plus de terroristes en provenance du Moyen-Orient. Voilà. Oui, alors... Donc la promotion de la démocratie pour Bush est assez utilitariste en fait. Il s'agit d'utiliser la démocratie pour mettre fin au terrorisme. En fait, propager la démocratie de cette façon, ça veut dire finalement utiliser la force et changer le régime par la force, ce qui s'est passé en Irak en fait. L'échec de la démocratisation du Moyen-Orient a débouché sur vraiment le changement de régime est devenu un repoussoir durable dans le monde politique américain. Donc encore aujourd'hui, le changement de régime est quelque chose qui est dénoncé même par Trump. Et donc voilà, ça aboutit à un repoussoir durable. Donc la doctrine Bush a, on peut dire, empoisonné la promotion de la démocratie qui, après lui, a été associée au néo-impérialisme et au changement de régime par la force. Après Bush, donc, comme vous savez, Obama a été élu. Obama a essayé de changer de cap totalement. Donc la démocratie, bien sûr, Obama voulait la promouvoir aussi, mais il a fait ça par un soutien tout en nuances. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Donc un positionnement idéal, un positionnement initial plutôt défavorable pour un démocrate. En effet, Obama est démocrate, donc même parti que Wilson. Néanmoins, un positionnement initial plutôt défavorable, c'est en lien avec ce que je viens de dire, à savoir que la promotion de la démocratie ayant été empoisonnée par la doctrine Bush, il était plus difficile ensuite de la promouvoir. Initialement, Obama n'a pas eu une politique active de promotion, tout simplement parce qu'il y avait d'autres priorités à son arrivée au pouvoir. Priorité intérieure avec la crise et priorité extérieure. Il s'agissait de réparer les relations des États-Unis avec le reste du monde, puisque son prédécesseur avait fortement dégradé l'image des États-Unis. Également parce que Obama avait une volonté de rupture avec son prédécesseur. Obama souhaitait avoir une posture beaucoup plus modeste pour les États-Unis dans le monde, pas d'intervention dans les affaires intérieures des autres pays.
Il s'agissait aussi pour lui de désidéologiser la politique étrangère américaine, de revenir à une approche beaucoup plus rationnelle, de rejeter la vision néoconservatrice, donc, et de donner la priorité à la diplomatie. Et enfin, il s'agissait aussi de tendre la main aux pays qui avaient été diabolisés par son prédécesseur, par exemple l'Iran, la Russie, donc politique de la main tendue. Obama avait également une vision du monde beaucoup moins ethnocentrée et beaucoup moins nationaliste, donc peut-être par là même très, très différente, hein, et qui avait des conséquences sur sa volonté de ne pas avoir une politique active de promotion de la démocratie. Donc une politique étrangère initiale beaucoup plus réaliste que wilsonienne, hein, et qui s'abstient de tout prosélytisme démocratique. On peut quand même noter à partir de 2010 une certaine inflexion pro-démocratique, avant même le printemps arabe. En effet, Obama a été à l'origine d'une directive qui s'appelle la directive Réforme politique au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Cette directive illustre le poids croissant de ce qu'on appelait idéologues au sein de son administration. Par idéologue, il faut comprendre wilsonien, et donc favorable à un rôle plus actif pour promouvoir la démocratie. Cette directive constitue l'amorce d'une redéfinition des relations avec les pays arabes, notamment dans un sens plus respectueux des droits de l'homme. Donc on peut dire qu'Obama avait un temps d'avance sur les événements du printemps arabe. Ce qui ne veut pas dire que lorsque les premiers événements se sont déclenchés, Obama a été plus à même de répondre rapidement. Ce n'a pas vraiment été le cas. Il y a eu, de façon plus générale, un soutien plutôt prudent et à géométrie variable au printemps arabe. Donc une réaction que l'on peut dire prudente et au cas par cas. En fait, Obama a toujours été très réticent à énoncer une doctrine. Et donc il a plutôt insisté sur la nécessité d'une transition ordonnée plutôt que de révolution. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'Égypte, hein, il a d'abord insisté sur la nécessité d'aller progressivement vers des réformes, mais sans forcément changer de régime. Il y avait toujours ce spectre du changement de régime qui avait été terni, hein, par Bush. Et donc, Obama n'a pas lâché immédiatement Moubarak. Il faut dire que les relations des États-Unis avec l'Égypte étaient très étroites. Les relations avec Moubarak étaient très étroites et de longue date. Donc, il n'a pas eu de soutien immédiat à un changement de régime. Il y avait aussi une volonté renouvelée de ne pas intervenir dans les affaires intérieures, même après les différentes révolutions. Donc une réticence à appeler un changement de régime et à pousser clairement les autocrates vers la sortie et ainsi à devenir responsable du destin des peuples. C'est quelque chose qu'Obama s'est toujours efforcé de prévenir, le fait que les États-Unis soient responsables en quelque sorte du destin des peuples en intervenant. La question se pose de savoir si la Libye est une exception qui confirme la règle ou pas. Étant donné que les États-Unis, comme vous savez, sont intervenus, mais il y avait quelque chose d'unique dans ce qui s'est passé en Libye. Il y avait la possibilité par les États-Unis d'intervenir sans être au premier plan, la notion de leadership from behind. Il y avait aussi la possibilité d'obtenir l'aval de l'ONU et aussi des pays arabes. Donc il y avait une conjonction qui faisait que Obama finalement a bien voulu intervenir, bien qu'en son bon plan, en Libye. Donc est-ce que c'est une exception qui confirme la règle? Oui et non. Donc il y avait des circonstances qui faisaient que les idées d'Obama pouvaient être infléchies dans le cas de la Libye.
Ailleurs, en Jordanie, au Maroc, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, Obama s'est abstenu de toute pression trop forte en faveur des réformes. Donc là encore, c'est la prudence qui est plutôt visible. Donc le printemps arabe a été l'occasion pour Obama de clarifier sa position et de définir un positionnement qui était sans doute plus équilibré qu'au début. Mais il y a toujours ces réticences à faire des États-Unis le champion de la démocratie. L'approche suivante est celle de Trump, donc la promotion de la démocratie que je qualifierais comme une variable d'ajustement de la politique intérieure et extérieure. Je veux dire par là que il y a une certaine utilisation, mais je voudrais d'abord parler quand même du trumpisme en tant que régression de la démocratie américaine, ce qui rend difficile évidemment aux États-Unis de promouvoir la démocratie à l'extérieur. En effet, Trump se réclame du peuple pour mieux s'affranchir de contre-pouvoirs, quelque chose qui est assez typique du populisme finalement. C'est un président qui, comme vous le savez, est en guerre contre les médias. Or, les médias ont un rôle important à jouer dans la démocratie libérale. C'est aussi un contre-pouvoir. Comme vous savez, Trump ne cesse de diaboliser les médias traditionnels qui propageraient les fake news et même qui seraient les ennemis du peuple américain. Trump est un adepte d'un pouvoir autoritaire. Il s'est en effet déclaré admirateur de tous ceux qui incarnent cet autoritarisme du pouvoir, que ce soit Poutine, Al-Sisi en Égypte. Il s'est parfois illustré d'ailleurs par un certain autoritarisme, comme c'était le cas en mai 2017 avec le limogeage de James Comey, le directeur de la CIA. Et puis il y a des liens assez étroits, comme vous savez, avec la droite qu'on appelle alt-right, l'extrême droite américaine finalement. Il y a aussi un recours régulier au mensonge chez Trump, bien sûr, qui dégrade le républicanisme. Et puis, autre nom de fleurs qui sont utilisés souvent pour parler du trumpisme, c'est népotisme, c'est-à-dire le rôle des liens familiaux, la kleptocratie, c'est-à-dire le rôle important des milliardaires dans son gouvernement qui semblent utiliser le pouvoir aussi pour s'enrichir. Et enfin, le militarisme. Trump également a manifesté un soutien aux démocraties illibérales d'Europe, donc qui sont le contre-modèle aux démocraties libérales, un soutien appuyé à la Pologne et à la Hongrie, alors même que ces deux pays sont en délicatesse avec l'Union européenne, précisément parce qu'ils mettent en place des politiques contraires à la démocratie libérale et à l'état de droit. Il y a chez Trump un silence total sur la question des droits de l'homme en Chine durant sa visite. Et il y a un soutien au régime autocratique arabe, là qui correspond vraiment à un renversement de la position d'Obama. Soutien à l'Arabie Saoudite, au Bahreïn, à l'Égypte, malgré la répression à l'égard de toute opposition. En Syrie, il y a l'abandon de l'objectif d'un changement de régime. Là aussi, c'est une inflexion importante par rapport à Obama. Pour Trump, il semblerait que la lutte contre le terrorisme soit la seule priorité. Et il y a enfin une posture pro-démocratique qui est instrumentalisée et très sélective chez Trump. Trump n'utilise finalement les droits de l'homme que contre les pays qu'il diabolise, c'est-à-dire la Corée du Nord, le Venezuela, Cuba, l'Iran. Ce n'est que contre ces pays, finalement, qu'il parle des droits de l'homme. Et enfin, les droits de l'homme sont instrumentalisés aussi pour mobiliser sa base politique. Et donc, il l'utilise d'une façon électoraliste. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20
Donc jamais un président n'a, dans l'histoire moderne des États-Unis, constitué un tel défi à la tradition politique américaine. Trump est le premier président américain à s'affranchir de toutes les règles non inscrites de la Constitution et tout ce qui fait finalement les règles non inscrites d'une démocratie libérale. Donc, conclusion et retour à la question initiale. Il y a, compte tenu de ce que je viens de dire, des obstacles très importants à relever pour que les États-Unis continuent à jouer le rôle de promoteur de la démocratie. C'est une tradition donc, qui est malmenée, qui est aujourd'hui concurrencée, minée de l'intérieur. Elle est également, il y a l'obstacle d'une politique américaine de promotion qui est illisible, contre-productive et incohérente. Il n'y a pas de consensus. On le voit depuis le début du XXIe siècle, les politiques de promotion de la démocratie ont été très différentes et tout à fait incohérentes. Et il y a enfin la fin de l'hégémonie occidentale et l'essor de la Chine, de l'Inde et d'autres. D'où les prérequis pour un maintien du rôle important des États-Unis pour promouvoir la démocratie, eh bien, c'est de redorer le blason de la démocratie libérale dans les sociétés occidentales, de façon à pouvoir incarner un modèle qui est crédible dans un contexte de forte concurrence du modèle chinois. Il faut également, il faudrait un retour d'un consensus politique américain sur la nécessité, les modalités d'une politique active de promotion démocratique. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, ce qui constitue un obstacle à une politique dans ce domaine. Et la question qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce que la démocratie libérale peut survivre à la fin de l'hégémonie occidentale? Voilà, telle est la question. Comme vous voyez, beaucoup de questions se posent. Le contexte, ce que je viens de dire sur le contexte très difficile dans lequel se trouve la démocratie libérale actuellement, fait qu'on peut vraiment se poser des vraies questions sur, d'une part, est-ce que ce modèle est encore viable de nos jours et est-ce que les États-Unis sont les mieux à même de le promouvoir? Je vous remercie. À présent, prendre des questions de la salle. Merci pour votre intervention. Alors j'avais une question par rapport à la France. Est-ce que les États-Unis considèrent la France comme une démocratie libérale, dans le sens où on a régulièrement des critiques, par exemple, quand il y a des procès pour calomnie ou autre, la France est parfois présentée dans certains médias aux États-Unis comme finalement pas complètement démocratique, pas une démocratie libérale, puisque la liberté d'expression y est beaucoup moins forte. Je pense aussi au rôle de l'État dans l'économie, puisque vous définissez la démocratie, à mon avis, libérale à juste titre, comme une force de la liberté économique individuelle. Et là encore, il y a des critiques sur l'intervention de l'État en France. Et je pense notamment au classement qui est fait par ces ONG que vous avez mentionné au début, qui sont sponsorisées en partie par le gouvernement états-unien. Par exemple, l'ONG Freedom House fait son classement, vous avez globalement les États-Unis au sommet, et le degré de démocratie de la France, il est quand même un cran en dessous. La France est quasiment au même classement que la République turque de Chypre Nord, un État non reconnu, qui est sans doute a priori un petit peu moins démocratique que la France. Donc là, il y a quand même des biais, à mon avis, dans cette représentation de la démocratie libérale. Du coup, voilà la question. Est-ce que la France est considérée par les États-Unis comme un pays qui suit leur modèle, ou est-ce que c'est quand même vraiment un cran en dessous ? D'abord, je crois qu'il faut dire de quelle Amérique on parle. Lorsque vous dites est-ce que les États-Unis considèrent, ça dépend qui c'est qui représente les États-Unis, n'est-ce pas? C'est toujours la grande question. Lorsqu'on parle des États-Unis, il y a plusieurs Amériques. Et aujourd'hui, clairement, il y a deux Amériques. Donc il y a une Amérique conservatrice, c'est vrai, qui a tendance à être très nationaliste, à considérer que seuls les États-Unis sont véritablement démocratiques. Mais voilà, ça ne représente pas toute l'Amérique. Non, je pense que globalement, il y a un peu une crise de la démocratie libérale partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe. On se questionne sur son efficacité.
pour répondre aux défis, comme je l'ai dit, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions qui se posent aux États-Unis sur le caractère démocratique des sociétés européennes. C'est une question qui se pose en Europe même, en fait. Hein. Bonjour. Oui, donc du coup, vous posez la question comment promouvoir la démocratie, entre guillemets, enfin la démocratie libérale, entre guillemets. Mais une autre question, du coup, me semblait un peu essentielle avant de poser celle-ci. C'était pourquoi, justement, la promouvoir, surtout qu'en plus, après, vous démontrez bien les problèmes qui surviennent avec celle-ci. Et voilà, c'est une question plus courte, mais voilà, c'est un peu plus simple. Oui, comment la promouvoir, c'est ça. Pourquoi la promouvoir? C'est ça votre question? Pourquoi la promouvoir? Oui, c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser finalement. À quoi ça sert de la promouvoir? C'est vrai qu'il faut d'abord considérer qu'il y a une différence, d'une part, entre la démocratie libérale et d'autres formes de démocratie. On est actuellement dans un contexte justement de forte concurrence d'autres modèles. En gros, il y a des modèles autoritaires de démocratie qu'on appelle démocratie parce qu'il y a des élections, mais en fait, avec un régime qui est très autoritaire. On voit en Russie, par exemple. Donc pourquoi la promouvoir si on croit qu'il y a une concurrence un peu illégitime d'autres modèles qui s'appellent démocratiques mais qui ne sont pas vraiment? Ça peut être une raison à promouvoir. C'est vrai qu'il faut croire dans des vertus spécifiques à la démocratie libérale. Tous ceux qui pensent que c'est le seul régime vraiment qui est basé sur la liberté individuelle, évidemment, sera beaucoup plus motivé pour promouvoir ce modèle. Si on pense que ce modèle peut être vraiment infaillible et peut disparaître, on va être là encore d'autant plus motivé pour le propager. Donc bien sûr, ça dépend un petit peu de l'idée qu'on se fait de la démocratie libérale. Mais c'est pas un peu réducteur de réduire la démocratie juste aux libertés individuelles. Enfin, je veux dire, on peut être dans une démocratie libérale et être dans un État où il y a énormément d'inégalités. On n'est pas forcément en démocratie. Sans égalité, il n'y a pas de liberté. Donc forcément, vous en pensez quoi? Votre question, c'est est-ce vous doutez un peu peut-être du caractère réellement démocratique des démocraties libérales, de la démocratie libérale? Oui, c'est vrai, on peut vraiment insister sur toutes les insuffisances. Globalement, je pense qu'on a aujourd'hui une centralisation du pouvoir qui est, en France même, hein, d'ailleurs, qui peut être jugée contraire déjà à la démocratie libérale. Donc là, on peut se poser la question de savoir, comme je disais, il y a vraiment une crise de confiance dans la démocratie libérale, en Occident même, dans les pays européens même. Donc, personnellement, je pense que effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans nos démocraties actuellement, mais il ne faut pas perdre de vue quand même la concurrence d'autres modèles est-ce qu'on veut vraiment de ce qui concurrence aujourd'hui la démocratie libérale? Toujours avoir à l'esprit ce que pourrait être ce qui n'est pas le régime actuel. C'est vrai aussi qu'on peut se poser comme question, est-ce qu'on ne va pas un peu vers là? Je ne sais pas si ça fait partie de votre question. Parce qu'à force de centraliser le pouvoir, à force que l'exécutif grignote tous les pouvoirs, à force de considérer le Parlement comme un lieu qui est de moins en moins un lieu de débat, mais qui est là pour entériner des décisions toutes faites, effectivement, ça mine aussi la démocratie libérale, ça. Donc c'est certain que il y a des questions qu'on peut se poser. Maintenant, il faut, à mon sens, faire attention quand même à ce vers quoi on va. Quelle est l'alternative, en fait? C'est la question que je me pose moi. Voilà. Oui.
Oui, merci déjà pour votre intervention. Je me posais la question, ça rejoint un petit peu là ce que vous disiez à l'instant, c'est finalement en termes de soft power, on voit quand même pas très bien dans le monde un soft power qui pourrait, je dirais, concurrencer, je dirais globalement ce qui a été véhiculé par les nations occidentales sur, alors je prends les bons côtés évidemment, la liberté d'entreprendre, l'innovation, la créativité, le fait de pouvoir, et puis être dans un pays entre guillemets quand même où il y a un certain de respect des libertés, des droits. Et honnêtement, je ne vois pas le soft power chinois, à moins que je me trompe complètement, le soft power soviétique, russe, excusez-moi, le soft power d'autres. On a quand même l'impression, même si vous avez, c'était bien l'objet, fait état de toutes les difficultés des démocraties libérales, on ne voit quand même pas vraiment la concurrence de soft power qui pourrait être attractif, me semble-t-il. Malheureusement, je pense que si. Enfin, je pense que le soft power chinois est une réalité, d'ores et déjà. Certainement pas en Europe, effectivement. Enfin, quoique, je pense que même en Europe, il y a... C'est peut-être pas Xi Jinping qui est le modèle, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une influence de Poutine assez considérable en Europe. Le modèle chinois, je pense, c'est un vrai modèle en dehors de l'Europe pour tous les pays en fait, qui ne sont pas clairement, qui n'ont pas une tradition établie de démocratie libérale. C'est vraiment un modèle alternatif qui semble... les Chinois ont tout à fait la volonté d'utiliser le soft power et non pas le hard power. Ils ont... certes, c'est une puissance militaire montante. Ça le sera de plus en plus. Il y a une volonté d'avoir un budget militaire qui permette ça. Mais le pouvoir chinois est assez intelligent aussi pour mettre au premier plan plutôt autre chose que ça. Et donc il y a une volonté vraiment d'incarner un soft power alternatif à celui des États-Unis. On le voit d'ailleurs dans certains mots qui sont utilisés, le rêve chinois, comme le rêve américain, vous voyez, qui est susceptible d'être celui des autres pays aussi, que les Chinois peuvent aider les autres pays à aller dans ce sens. Le rêve chinois, ce serait, vous savez, une forte croissance économique, mettre fin à la pauvreté, avoir une stabilité politique, résoudre les problèmes qui se posent. Comme vous le savez, les Chinois maintenant sont au premier plan pour avoir une politique active de lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Et dans ce modèle-là, c'est un modèle, enfin plus que les États-Unis de Trump. Voilà. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur il y a plusieurs Amériques, ce n'est pas le cas de la Chine, il n'y a pas plusieurs Chines. Et avec la réforme actuellement qui va permettre à Xi Jinping de se maintenir longtemps, on peut penser qu'effectivement, il n'y aura pas deux Chines pendant un certain nombre d'années à venir. Voilà. Nous allons prendre une dernière question avec une réponse rapide. Merci. Merci. Peut-être première question, je voudrais vous demander si vous avez vécu en Asie. Du tout. Vous n'êtes jamais allé en Asie ? Non. Non, voilà, d'accord. Alors, j'ai l'impression que vous forcez un peu votre analyse et vous faites une hypothèse de départ. Déjà, j'ai relevé deux points factuels au niveau de la création des Nations Unies, en disant que c'était pour promouvoir la démocratie libérale. Je pense que c'était pour promouvoir la paix dans le monde, déjà, au départ, et que les États-Unis n'étaient pas les seuls à créer les Nations Unies, même s'ils avaient un pouvoir important, mais c'était basé sur l'échec de la SDN. Également, l'attaque du 9/11 aux États-Unis, c'était pas contre les démocraties libérales, mais certainement peut-être pour autre chose. Mais quand vous parlez disons, d'un autre modèle qui fait rêver, si vous aviez vécu en Asie, j'ai vécu pendant plus de 18 ans en Asie, notamment en Inde, plus grande démocratie du monde selon les Indiens, j'ai jamais rêvé et j'ai jamais rencontré un Asiatique qui rêvait du modèle chinois. Là, il faudra me trouver ce rêve. Y a-t-il un soft power, par exemple, style Hollywood? Il y a du Bollywood. Je ne sais pas si, quand même, la Chine est un gros producteur de films. Alors, c'est vrai qu'il y a des investissements chinois qui sont très puissants, mais en termes de modèle de vie et en termes de vision... maintenant,
une seule Chine et plusieurs Amériques, je crois que, vu des États-Unis, vu du reste du monde, il pourrait y avoir plusieurs France. Avant les élections, on pensait qu'il y avait une France d'extrême droite et une autre France. Donc je crois que vous forcez, c'est intéressant, votre hypothèse est intéressante, mais je crois que vous forcez votre analyse pour regarder le monde, pour justifier l'analyse que l'hypothèse de départ. Bon, merci. Très très courte, s'il vous plaît. Car Oui, certainement. Je veux bien admettre que je force un peu le trait. Maintenant, je pense que tout évolue très vite. Et rien n'est fixé, d'ailleurs. Ça va dépendre un peu de ce qui se passe en Chine. La capacité d'attraction de la Chine dépendra de ce qui va se passer. Après, je peux vous demander quand est-ce que vous êtes revenu ? D'accord. Alors, je pense que les choses évoluent très vite aussi. Après, je m'avance pas, je connais pas, donc je pourrais pas, mais ouais, d'accord. Très bien, on va remercier encore une fois Monsieur Ruiz de sa conférence et merci à vous d'avoir enrichi cette conférence avec vos questions. Merci.